Alors, merci à tous d'être venus à cette conférence pour le logiciel MuseScore. Moi, c'est Nicolas. On a un public qui est venu avec nous qui, j'espère, est intéressé. Je vais faire un petit détour pour ne pas juste vous présenter le logiciel, mais tout l'écosystème qui va autour. Parce que c'est important de comprendre que MuseScore s'inscrit non seulement dans un logiciel qui peut apparaître comme gratuit, mais qui a aussi une deuxième particularité, c'est qu'elle s'inscrit dans une logique de partage. Et ça, c'est un truc qu'on n'identifie pas forcément et qu'on ne comprend pas forcément au premier abord quand on arrive dessus. On a le côté précipitation, c'est gratuit, on l'installe et on essaie plus ou moins de l'utiliser, ce qui a provoqué beaucoup de déboires. Il faut savoir que par rapport au public qui était attendu aujourd'hui, il y avait 3 profils bien spécifiques. Un premier profil qui était celui de personnes qui utilisaient Final. Est-ce que le micro c'est vraiment utile ou pas en fait? Je pense pas, non. On t'entend bien comme ça. Vous m'entendez bien comme ça? Bon, on va pas insister avec le micro. Tac, on pose. Donc, l'idée, c'est d'identifier une progression qui se passe au niveau de l'humanité même, on va prendre large, qui est d'une logique de partage. Donc je vous ai rappelé les petites madeleines, s'il y en a qui en veulent, je vous les mets à disposition. Mais ça fait partie de la logique qui est là. Alors, même si ça va remonter un peu loin, au niveau de l'humanité, on a eu quelques gros progrès d'avant-garde. On a eu l'électricité qui nous a permis de passer de on n'a que la lumière du jour à on a l'électricité et on peut profiter en plus de la nuit. Donc on a eu plus de choses qui se sont mises en place, plus d'intimité, ça nous a permis de nous rencontrer, de partager des émotions en dehors de la journée où il y a le soleil, et donc plus de partage. Après on a eu l'ère, après l'électricité qui est arrivée, l'électronique. Et alors là, on a pu partager un niveau de communication plus élevé. L'électronique nous a apporté essentiellement, quand j'entends par là, de la communication et de l'échange avec la téléphonie. Le téléphone, c'est avant tout de l'électronique. On a eu aussi de l'électronique avec la communication de masse, donc la radio, la télévision. On a eu l'électronique qui s'est spécialisée, qui s'est miniaturisée, et on est arrivé à l'ère de la micro-informatique. C'est de l'électronique en plus petit. Et là, à ce moment-là, on a commencé à mettre des ordinateurs en réseau et à pouvoir communiquer avec. Aujourd'hui, on a Internet, qui est même arrivé, on peut dire, avant-hier, sur la chronologie que j'essaie de vous montrer. Et donc hier, on a eu, avec Internet, tout ce qui était les réseaux sociaux. Donc on a pu encore échanger, communiquer, partager. Et avec les réseaux sociaux, là on est aux alentours de 2000 quand même, il s'est passé un élément. Des communautés se sont créées et ont décidé de faire des biens communs, des éléments partagés. Alors ces éléments partagés, on les voit plus ou moins quand on pense à tout ce qui peut être open source et autres. L'informatique est restée quand même pendant quelques années, voire des décennies, un truc vraiment spécialisé pour et par les informaticiens. Et là, on est arrivé à un autre niveau de partage où on s'est dit il ne faut pas que l'informatique soit réservée aux informaticiens, il faut qu'elle soit ouverte et accessible à tous. Et donc là, se sont créées des communautés dites open source et non ouvertes d'ailleurs. Hein. Il y a toutes sortes de communautés, mais on va aujourd'hui s'attarder à ces communautés-là. Et ces communautés open source ont décidé de dire que pour le bien commun, dans l'intérêt commun, de créer des outils accessibles et disponible pour tous. Alors disponible pour tous, ça veut dire que la première chose, c'est que c'est gratuit. Ou du moins, la communauté a payé pour que tout le monde puisse en profiter. C'est un premier élément important de la démarche. Et dans cette autre démarche qui vient se rajouter en plus de la gratuité, il y a le côté transparence. À savoir qu'on s'est dit, dans la logique de pérennité, si demain on n'est plus là ou que la communauté pourrait s'effondrer, ou par divergence d'opinion ou autre, etc., que la chose reste là, à disposition des générations suivantes, qu'elles puissent reprendre le flambeau et continuer avec ce qui a été fait par le passé. Et aujourd'hui, on a une question qui est arrivée par rapport, comme je disais, des différents publics qui étaient présents, entre ceux qui étaient sur Final, qui s'est arrêté. Alors pour ceux qui ne savent pas, Final, c'est un logiciel d'édition de partitions musicales. C'est un logiciel qui, malheureusement, l'éditeur
réussi à faire progresser son produit et à fermer. Ce qui fait qu'ils ont été rachetés par un autre groupe et on s'est retrouvé avec une partie des utilisateurs qui font partie des profs du conservatoire et des musiciens qui se sont retrouvés entre guillemets avec un logiciel qui était très buggé, qui avait différentes problématiques et maintenant qu'il n'est même plus mis à jour. Et si vous avez un problème, il n'y aura plus de SAV, ils vous auront envoyé gentiment un courrier pour vous dire adhérer à un nouveau produit. Donc déjà il y a le côté continuité qui n'est pas exécuté forcément dans les parties privées avec les entreprises. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas adhéré à ce type de logiciel parce que c'était compliqué. Et comme je disais, on était à l'étape d'hier, non pas d'avant-hier, où on commençait à avoir des communautés sur Internet, mais à hier où on commençait à avoir des logiciels mais qui n'étaient pas forcément au point et pas forcément utilisables, exploitables par des débutants ou par des gens qui étaient plus avancés. Donc une fois qu'on a compris cette idée-là qu'aujourd'hui l'informatique s'est démocratisée, ça devient accessible, ça devient utilisable. Je sais qu'il y a une controverse importante par rapport aux produits de Apple, mais Apple a beaucoup poussé à rendre l'outil informatique ergonomique et accessible. Le smartphone, c'était un outil compliqué jusqu'au moment où ils ont inventé l'iPhone. Et l'iPhone, c'était il y a un bouton, arrêtez de vous poser la tête à vous poser des questions avec un clavier. C'est simple, c'est ergonomique et ça a permis à plein de gens qui n'étaient pas à bâton rompu sur les systèmes de smartphone, sur un système de smartphone et d'avoir des applications qui fonctionnent, d'avoir un certain niveau de qualité, d'ergonomie, qui était la charte Apple en fait. Donc la charte Apple, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais on est obligé de reconnaître aussi que d'un point de vue ergonomie, ils ont été pionniers, ils ont poussé pour que, et j'apprécie pas Apple, donc c'est pas, je ne mets pas en avant Apple pour le plaisir, c'est juste eux, c'est un fait, l'ergonomie, ils savent faire, ils ont poussé, et il y a beaucoup de, d'ailleurs c'était dans les années 90, quand un informaticien sur Windows ou Linux disait j'ai un problème, la réponse idiomatique de quelqu'un qui était sous Mac, c'est je m'en fous, j'ai un Mac, je n'ai pas tes problèmes, je n'ai pas de bugs sous Mac. Bon, aujourd'hui ça a un petit peu bougé, on arrive à avoir des bugs sous Mac, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, on a aujourd'hui cette ergonomie, cette accessibilité, cette gratuité qui se met en place avec une véritable pérennité sur ce genre d'outils. Si vous avez alors j'ai souvent une objection qui est la suivante, de me dire est-ce que ça peut vraiment tenir, est-ce que ça ne va pas devenir quelque chose de privé, etc. Alors, on a d'autres exemples, Muscore, le logiciel dont on va plus spécifiquement parler, a d'autres équivalents dans d'autres domaines. Vous avez peut-être entendu parler de WordPress, qui est un site web, entre guillemets, prêt à utiliser. Ça fait 25 ans qu'ils existent, ils sont valorisés à 1 milliard d'euros. Donc, et ça reste une communauté complètement ouverte. Si demain vous voulez créer votre propre logiciel de site web, vous pouvez le faire. C'est permis par la charte. Muscore est dans le même cadre. C'est-à-dire que si demain il y a des méchants qui arrivent et qui disent à partir du moment où ça va être payant, vous pouvez prendre le contenu qui est libre et créer CRI Torsi Score. Ce sera un logiciel d'édition musicale édité par le conservatoire de Torcy et ce sera tout à fait légal. Donc en fait, il y a entre guillemets le côté faire machine arrière sur ce genre de projet par construction, par charte. Ça relève plus d'un film de science-fiction qu'autre chose. Et il faut savoir qu'il existe d'autres logiciels du même genre qui existent comme OpenOffice. On n'est pas obligé systématiquement de passer par Office, la suite de Microsoft. Et donc, on a tout un ensemble aujourd'hui d'outils qui ont progressé vers du gratuit, de l'open source, de l'accessible. Et donc, on est sur une solution pérenne dans le sens, à partir du moment où vous rentrez dans ces écosystèmes-là, vous avez déjà, entre guillemets, le maximum de chances de ne pas voir une entreprise disparaître ou autre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces éléments-là déjà ou pas? Ok. Si juste Final, ça a été racheté par qui? Final a été racheté par le groupe Steinberg qui fait Dorico. Ouais. Donc tous les utilisateurs ont une réduction pour passer sur Dorico. Je vais vous partager une petite anecdote qui m'a beaucoup amusé, parce que j'ai commencé à utiliser Muscore par le passé.
à l'époque où c'était encore compliqué et difficile à utiliser. Donc là, on est vraiment passé sur une nouvelle étape où on change d'ergonomie. Et donc, il y avait un YouTuber aux États-Unis qui s'appelle Tentacruel. J'en parle parce que c'est là-dessus qu'il y a vraiment cette passion et qui a poussé aujourd'hui à faire cette conférence et à cette initiation à Muscore, parce qu'il y avait beaucoup d'idées reçues et préconçues ou des expériences malheureuses qui étaient véritables mais qui n'étaient plus d'actualité. Et il a pris le temps, alors je vais retrouver comment ça s'appelle, de faire quelques petites vidéos où il a pris le temps de littéralement démolir l'ergonomie des logiciels il y a 5-6 ans, de tous les logiciels d'édition musicale, en disant ces logiciels sont compliqués, c'est de la merde, c'est pas ergonomique, c'est pas user-friendly, bref, c'est un cauchemar. Et il a passé à peu près tout le monde en revue. Il a passé Muscore, il a passé Sibelius, il a passé Final. Et donc il expliquait pourquoi les logiciels étaient buggés, pourquoi ils étaient pas ergonomiques, des choix de structure qui étaient un peu particuliers, sachant que c'est une personne qui a fait de l'expérience design utilisateur. Donc il a travaillé pour Microsoft, aussi bien pour faire les rubans d'Office que pour Paint, si je ne dis pas de bêtises, ou Paint 3D. Donc la personne est arrivée, et là où l'orgueil de l'entreprise peut jouer et va peut-être l'attaquer en justice pour diffamation, pour dire vous avez dit de la merde de notre logiciel, c'est pas bien, c'est pas gentil. Chez Muscore, ils ont eu, comme ils avaient la possibilité de le faire, une stratégie complètement différente. Ils sont allés lui dire, écoute, tu as tout à fait raison, notre logiciel, il n'est pas ergonomique, il n'est pas accessible aux débutants, il est compliqué, tu as l'air de maîtriser ton sujet, est-ce que tu cherches du travail à tout hasard? Et donc en fait, ils l'ont littéralement embauché, en lui disant, ben voilà, tu as les mains libres, fais de notre logiciel quelque chose d'ergonomique et de pratique. Et donc ça a été il y a 4 ans. Donc ça veut dire que toute l'expérience que vous avez eue il y a 4 ans est basée sur des informaticiens qui faisaient au mieux en n'ayant pas les connaissances de l'ergonomie et du design. C'était pas leur truc. Et ils ont eu quelqu'un dans leur équipe qui leur a expliqué, bon ça c'est pas aménagé, ça c'est pas correctement placé, ça c'est le bordel, ça je comprends rien, ça personne n'y comprend rien tout court. Et donc entre la version 3 du logiciel et la version 4 du logiciel, il y a une refonte complète qui fait que maintenant c'est accessible à tous. On est vraiment sur cette étape, comme je le disais, où on passe de l'informatique pour les informaticiens, un outil très performant, très utile, à l'informatique pour tous, avec, comme je disais, la transition et la logique qui a été plus ou moins imposée et poussée par Apple. Le logiciel donc, est passé sur sa version 4 et ergonomique, mais il s'inscrit toujours dans la logique, comme je vous le disais tout à l'heure, de partage et d'échange. Et donc en fait, il y a eu une synergie qui s'est faite avec d'autres logiciels et d'autres personnes grâce à l'activité des réseaux sociaux, comme je vous parlais d'avant-hier. Donc aujourd'hui, on a un effet cumulé entre la gratuité, l'accessibilité, le partage, l'échange, et donc l'effet cumulé au bout de le logiciel maintenant à 20 ans. Pour ceux qui se posaient aussi la question, est-ce que ça peut durer, dans 2 ans ça n'existera plus, il va bientôt fêter ses 25 bougies le logiciel. Donc on a vraiment quelque chose qui dure dans la durée et qui en fait n'a plus forcément beaucoup de choses à faire avancer parce que les bases sont là. Et donc quand vous prenez le logiciel, on me posait la question de Muscore, il y a une partie, évidemment vous allez me dire, pour le partager et autres, il y a une partie infrastructure. Et oui, et cette partie-là, en fait, est soumise à tout le principe de droit d'auteur qui correspond à toutes les partitions qui existent, qui sont éditées par Warner, Sony, etc., etc. Et cette partie-là est effectivement transactionnelle parce qu'il y a des éléments qui sont payants. Mais il y a une partie dont on parle aujourd'hui qui est la partie en fait complètement gratuite, qui est le logiciel d'édition pour faire des partitions. Cette partie-là, elle est gratuite, ouverte, et donc c'est là où il y a une petite bifurcation. Quand on se connecte sur Internet, on tape Muscore et qu'on cherche partition, on va se retrouver sur le .com et pas sur le .org. Et c'est là où il y a juste la petite entre guillemets, difficulté à percevoir, un petit aiguillage à bien comprendre. .org, c'est le logiciel gratuit, open source, accessible. Vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, vous pouvez même le recréer si vous voulez, le mettre à votre nom, le revendre derrière, c'est faisable. Et
Et cette partie est donc complètement gratuite. On va peut-être aller sur le site pour l'identifier véritablement. Correctement si tout va bien. Voilà. Et donc, comme on a une communauté, alors on aime bien aussi parler de preuve sociale, actuellement, on dénombre près de 6 millions d'utilisateurs quand même. On n'est pas non plus sur le petit logiciel avec 10 ou 20 utilisateurs, etc. Donc, et au niveau des participations aussi, il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait avoir, quand vous avez un SAV, quand vous avez un bug, vous avez un SAV avec un logiciel payant, vous allez demander à l'éditeur de lui dire bon, bah là, ton logiciel, il plante quand je fais ça, et l'éditeur du logiciel va vous dire vous êtes gentil, on s'occupe de vous quand on a le temps, quand on a le pognon, quand on peut faire, etc. Alors que là, comme on a une communauté ouverte, vous n'êtes pas sur un service après-vente, parce qu'il n'y a pas eu de vente. Vous êtes sur une communauté qui essaie de s'améliorer. Donc à partir du moment où vous remontez un problème, vous allez vous retrouver avec des gens dans une logique bienveillante qui vont essayer de comprendre comment vous avez réussi à faire apparaître le bug. Comme ça, ils vont pouvoir le retirer pour l'améliorer pour le bien commun. Oui, je sais, c'est un paradigme un peu qui n'est pas assez connu parce qu'on n'est plus du tout dans une logique marchande systématique. C'est comme ça. Donc, vous avez un logiciel. Donc c'est MuseScore Studio pour la version 4. Et vous avez donc la version pour Windows, pour Mac, pour Linux, vu que le code source étant libre, n'importe qui est capable quasiment de le compiler et de le refaire à la maison si vous avez le savoir informatique. Mais je vais partir du principe qu'on est plus utilisateur que informaticien. Et je pense pas qu'ici il y ait des gens qui soient passionnés à l'idée de pouvoir rajouter informaticien sur un CV. J'ai cru entendre que ce n'était pas l'objectif majeur. À partir du moment où vous téléchargez ce logiciel, il faut savoir que maintenant il s'inscrit dans, comme je vous disais, une espèce d'archipel de communauté. C'est greffé dans cet archipel d'autres logiciels tels que Audacity, si vous connaissez. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Audacity? Ouais. Audacity et MuseScore se sont rassemblés pour faire MuseHub. Donc en gros, ils ont décidé d'installer, comme je vous disais, le côté partage et accessibilité, de mettre maintenant un logiciel commun d'installation pour éviter que les gens bataillent et aillent sur différents sites pour télécharger différents logiciels pour les installer. En fait, ils ont décidé de faire une petite interface qui permet de rajouter tous les logiciels ensemble. Et donc, ce petit logiciel, ça s'appelle MuseHub, qui a pour objectif de vous rajouter, comme vous pouvez le voir, Audacity et même des extensions de MuseScore. Parce que comme MuseScore est ouvert, on peut rajouter des éléments dedans. Vous avez besoin d'une fonction particulière dans MuseScore spécifique pour vos besoins, c'est envisageable, c'est faisable, et même il y a peut-être de grandes chances que vous ayez le même besoin que quelqu'un d'autre, et donc ça a peut-être déjà été intégré dans le logiciel. Donc là, on n'en est plus dans une logique de se dire est-ce que le logiciel est compliqué, c'est à quel point j'ai envie de devenir un utilisateur performant et de m'approprier non pas l'outil, mais même la caisse à outils maintenant. Donc là, je vous présente, entre guillemets, la caisse à outils dont MuseScore fait partie. Si c'est trop compliqué, parce que j'entends que dès qu'on commence à rajouter une petite couche, ça peut être vu comme compliqué. Vous êtes sur Windows, vous allez sur Microsoft Store, et sur le Microsoft Store, donc je veux dire que je l'ai réinstallé, hein, c'est d'origine quand vous avez Windows. Si vous tapez MuseScore, vous trouvez la dernière version, même l'ancienne version, parce qu'on ne sait jamais, vous avez peut-être, pour une raison X ou Y, envie d'utiliser l'ancienne interface, hein, vous êtes nostalgique des anciennes interfaces moins pratiques, et pas forcément, et vous l'avez ici. Il est gratuit, vous cliquez, vous installez. Donc, j'ai envie de dire, d'un point de vue difficulté d'installation, on est au minimum. Vous pouvez cliquer depuis le Microsoft Store, vous pouvez le télécharger depuis .org, vous avez l'embarras du choix. Est-ce que quelqu'un perçoit quand même encore des difficultés potentielles à réussir à installer le logiciel ou à l'acquérir? Non? Sur Mac, ça fonctionne comment du coup? Alors, sur Mac, sur l'Apple Store avec un peu de chance, parce que j'ai pas de Mac, mais sinon, comme je disais, sur Mac, télécharger pour Mac. Donc, on a
pouvez le télécharger directement pour votre système d'exploitation, ou si vous êtes sur Windows, qui est le cas le plus commun, vous l'avez même en direct sur l'application Microsoft, parce qu'on ne sait jamais, on pourrait se dire peut-être qu'il y a un virus ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel contexte ferait que vous auriez une inquiétude. Là, on en est à avoir le logiciel qui est accessible et disponible depuis le Microsoft Store. Donc vérifié par Microsoft avec toute leur batterie de test, qu'il n'y ait pas de logiciels malveillants et autres. Oui, je pense que tu vas le trouver sur l'Apple Store. Et donc, si vous voulez savoir actuellement comment ça évolue, quelles sont les fonctionnalités qui vont se rajouter, il faut savoir que Tentacruel a fait des... Alors c'est en anglais évidemment, donc ça peut être une barrière pour certains, mais il y a les sous-titres maintenant sur YouTube, toujours le côté possibilité d'accéder à l'information, et à les partager. Il donne la roadmap et toutes les évolutions du logiciel à venir. Le logiciel aussi, du fait, comme je parlais, de possibilités d'extension, ils ont rajouté des extensions pour qu'ils soient beaucoup plus poussés. Avant, on avait, entre guillemets, l'interprétation plus ou moins de base avec des sons qui n'étaient pas forcément réalistes. Ils ont rajouté des bibliothèques de sons pour que le son soit beaucoup plus réaliste et beaucoup plus correspondant à, entre guillemets, aux instruments que vous utilisez. On va y arriver dans la partie extension. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que ça crée un petit peu d'enthousiasme de vous dire que vous avez un outil gratuit qui peut presque faire tel café, j'ai envie de dire? Ah bah ouais, c'est super. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde comment le logiciel se présente. Je vais le redémarrer, histoire d'avoir un visuel de ce qui se passe. Ah oui, petite parenthèse que je précisais. Donc, tout ça, c'est gratuit, mais il y a tout un écosystème économique autour qui se propose, à savoir des extensions qui peuvent être payantes pour le logiciel. C'est pas obligatoire, le logiciel est autonome à lui seul. Il faut savoir qu'il y a aussi un espace de partage, c'est-à-dire que tout ce que vous faites comme travail, vous pouvez le partager sur Internet. Et là, évidemment, il y a une plateforme qui se met en place qui est en partie gratuite, en partie payante. Si vous faites des productions et que vous voulez les partager, alors je prends le cas des professeurs avec vos élèves, vous pouvez le mettre en ligne sur le site, et ce sera non pas sur le .org pour le coup, mais sur le .com, avec tout ce qui est activité commerciale, partage et autres. Le portail .com, on va passer rapidement dessus, comme ça permettra d'avoir un visuel qui va bien. Muscore.com, c'est là où beaucoup de gens arrivent et ne comprennent pas et disent en fait tout est payant, je ne comprends pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est donc un portail en ligne qui fournit divers services. Le premier, qui est gratuit toujours, c'est le partage de vos partitions. Vous les éditez, vous les partagez. Si vous voulez acheter des partitions, c'est aussi un portail de vente de partitions. Donc là, on retrouve les grands classiques de musique, de tout ce qui est pop et autres. Et donc là, on retrouve les partitions, et comme vous les achèteriez chez un éditeur, là, vous avez une version numérique. Numérique qui veut dire aussi que vous pouvez faire des éditions beaucoup plus facilement dessus, et des arrangements beaucoup plus facilement. On sortirait tout de suite de l'outil pour arriver sur la caisse à outils. Ils font toujours des promotions à 90%, n'hésitez pas à en profiter. Et à partir du moment où vous vous connectez, donc vous avez accès à ce qui est gratuit, et comment ça s'appelle, ça vous crée un compte, on va dire, pour pouvoir potentiellement acheter ce qui est payant. Je sais, c'est pas une logique, l'idée n'est pas de pousser à l'achat, mais il faut savoir que ça existe. Et avec ça, vous avez aussi toute une partie cours. C'est-à-dire que on est au conservatoire, mais si des professeurs du conservatoire veulent, entre guillemets, faire leurs propres cours de leur côté et, entre guillemets, les mettre à la vente, c'est un portail de vente aussi de cours. Il y a des cours, des partitions, des recueils et tout ce qui va avec. Donc, très souvent, on voit la partie payante juste comme une dépense. Il faut savoir que ça peut être potentiellement même exploité comme une source de revenus pour ceux qui ont un savoir technique ou musical qu'ils désirent partager ou vendre. Parce qu'on peut aussi partager des choses gratuitement dessus. Chacun a son opportunité. Donc
maintenant qu'on a fait la distinction entre .org et .com, j'espère que pour vous c'est beaucoup plus clair la distinction entre ce qui est gratuit et ce qui est payant. Ce qui est payant, c'est des choses qui ont des droits d'auteur, qui sont éditées par des majors, ce genre de choses, et il y a une partie gratuite qui existe, qui est au bon vouloir de la participation de chacun et de la communauté. Donc, libre à vous de faire partie de cette communauté. Moi j'ai été très surpris de découvrir qu'en remanipulant les partitions du Gloria de Vivaldi que j'ai fait avec la chorale, elles ont été téléchargées plus de 500 fois chaque numéro. Alors, peut-être parce que j'ai mis des couleurs sur les notes et puis que ça permettait de les lire plus facilement, ou que j'ai changé la police d'écriture, elle était plus large, je sais pas, en tout cas ça a plu. Alors que pourtant on pourrait se dire que droit d'auteur sur Vivaldi et la cote de popularité de l'artiste est quand même établie dans le classique, ou du moins dans le baroque si je dis pas de bêtises, pour être plus précis. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens qui aient un besoin de ça. Donc apparemment il y a du besoin pour tout. C'est un peu comme le Bon Coin, mais en version partition. Donc, quand on lance Muscore, on se retrouve face à une interface qui a été repensée pour être plus agréable et ergonomique. À côté de ça, elle reste totalement modulaire. S'il y a des éléments que vous voulez rajouter, des raccourcis, ou des éléments que vous voulez retirer d'ailleurs, pour qu'elle soit plus épurée, c'est prévu, c'est faisable, entre guillemets, c'est le côté un petit peu, il faut rentrer les mains un peu plus sous le capot, parce que de base, il y a à peu près tout. Donc, le logiciel se fait avec 3 petits onglets. Là, en ouvrant directement, je suis tombé sur une partition, mais sur la partie accueil, on a, je ne sais pas si vous voyez tout en haut sur la droite la partie accueil, vous avez nouvelle partition et les dernières partitions que vous avez ouvertes. On va partir du principe que vous n'avez pas, c'est la première fois que vous ouvrez le logiciel, vous n'avez pas ouvert de partition. Donc là, vous cliquez sur nouvelle partition. Je charge gentiment. Et là, il nous propose quelque chose d'assez simple. Il vous demande quelle est la composition on va dire, orchestrale de votre groupe. Est-ce que vous avez des voix? Est-ce que vous avez des cuivres? Est-ce que vous avez des cordes? Est-ce que vous avez une proposition d'une composition pour un groupe de musique? C'est une question? Oui, c'est une question. Si vous avez une proposition, vas-y, propose. Monsieur Dame. Allez, guitare. Une guitare. Donc on va chercher dans cordes pincées, guitare, électrique, acoustique, électrique. Tac. Guitare électrique. Pour madame. Piano. Piano. Donc on va chercher dans les claviers, je pense qu'on va trouver un piano. Oui, nous avons un piano en stock. Une basse pour monsieur? Ouais, une contrebasse, tiens. Une contrebasse. Alors est-ce qu'on va la trouver dans les cordes frottées? Contrebasse dans les cordes frottées. Je pense qu'il fallait mettre. Contrebasse. Une deuxième contrebasse, pas de souci. Et moi je vais lui rajouter une petite voix d'homme, parce qu'il faut. Alors il vous les range en ordre d'orchestre, mais vous pouvez les avoir rangés en ordre de chœur, ça change un petit peu, truc comme ça, et vous avez l'embarras du choix. Donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans une situation où vous étiez libre de proposer un instrument quel qu'il soit, vous avez vu, c'est au catalogue, de base, sans truc comme ça. Maintenant, on a la solution, soit on part directement avec ce groupe-là, ce qu'on peut faire, et on se retrouve donc avec un piano, une guitare électrique, des hommes et 2 contrebasses. Est-ce que ça correspond à notre sélection? Ok. On peut repartir aussi et se relancer une nouvelle composition. Donc, on va essayer de voir si on arrive à trouver une nouvelle proposition. Toujours une guitare, autre chose? Non, j'ai pas vu, peut-être parce que c'est dans les familles, là c'est un instrument commun. J'ai pas vu par exemple synthétiseur, tout ce qui est trucs comme ça. Alors dans les claviers, effectivement, tu n'as pas les synthétiseurs parce que c'est des outils virtuels en l'occurrence. Donc là, tu vas te retrouver avec à devoir patcher, à utiliser entre guillemets la synthé. Non, parce que tu regardes un instrument commun, tu as peut-être quand même un truc un peu plus étendu. Alors, Regarde, musique électronique. Ah, ouais. Synthétiseur. Bah si en fait on a, il fallait juste. Bah voilà, je découvre, j'avais pas remarqué qu'il y avait les familles qui étaient là. Donc nous voulons un synthétiseur. Quel type de synthétiseur? Synthétiseur de basse. Synthétiseur de basse. Une autre proposition? Violon. Tous les instruments. Cordes frottées. Violon, nous avons en stock aussi.
traversière. Flûte traversière. Ouais, on va même chercher flûte. Je crois que c'est l'accent. Ah oui, c'est Ouais, l'accent c'est qui. parce que- Ouais. Flûte. Ah. Est-ce que je vais la trouver comme ça? Est-ce que c'est dans les beaux? Non, c'est pas dans les beaux de toute façon. Si. Non, flûte c'était bon. Ah, Par c'était. défaut, elle est traversière, je crois. Ah, d'accord, c'est juste le spectre de la flûte. Ce serait flûte de base. Ouais. Ok. Et percussion modifiée, ténor, tambour, ténor et défi. Et là, on peut avoir directement, alors, je vais rapidement, plutôt que de terminer et d'avoir notre partition vide, on a peut-être déjà des contraintes qu'on a identifiées, qui peut être l'indication de mesure, le tempo et le nombre de mesures avec lesquelles on peut démarrer, titre, parolier et autres éléments. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire une modification directement ou... Ouais, bah on pourrait mettre Yana Cruz. Alors, là, créer Yana Cruz, Ouais. Deux temps. deux là ici, c'est ça? Non? Oui? Attends, parce que là c'est deux. Ouais, c'est ça. Là tu vas avoir deux noirs, ouais. Ouais, ça devrait être bon. Ok. C'est vous qui savez plus que moi ce qui vous amuse ou ce que vous avez envie de tester. Donc vous pouvez voir, on est vraiment maintenant sur du clic. Il n'y a pas de. On n'est pas sur. Il y a même l'explication sol majeur, ré majeur pour ceux qui ne sont pas forcément initiés à savoir à quoi ça correspond. Une préférence, une idée. Allez, allez en si bémol majeur. Si bémol majeur. Voilà. Donc, alors, titre, test, compositeur, c'est Eric Torcy. On n'aura pas de parolier, on peut mettre des copyrights si on a envie. Et donc on se retrouve avec flûte au bois, synthétiseur de basse, tambour ténor et violon. Est-ce que vous avez l'impression que j'ai fait des efforts faramineux ou que refaire ça, ça va vous demander, entre guillemets, un niveau d'énergie très Non, élevé? c'était assez simple. Ça va? Vous n'avez pas perdu? Ok. Alors maintenant, on est sur la partition en elle-même. Sur la partition, ils ont réarrangé de façon à ce qu'on ait, on va dire, des éléments de base. Il y a un mode, entre guillemets, écriture des notes, et un mode ornement, fioriture et tout ce qui va avec autour et de la mise en page. Si vous me dites, en fait on s'est trompé, il se passe quelque chose qui ne va pas, ici vous avez donc les palettes avec les éléments. Si on veut passer d'une clé de sol à une clé, il suffit juste hop, de la remplacer et on est sur du drag and drop. On clique, on place où on a envie de placer les choses. Le petit crayon, ici, on est en saisie de notes. Donc là, on peut saisir des notes. C'est aussi simple que ça. Ici, vous avez la durée des notes. MuseScore travaille par mesure quand vous éditez les notes. Alors que si, là, ici, je mets blanche et que j'ai envie de mettre des noirs, il va comprendre que nous avons une noire et une deuxième noire. Donc, il faut vraiment travailler au niveau de l'échelle de la mesure pour tout ce qui est décalage, etc., sur le comportement de la saisie. La souris est une façon de le faire. Il y a une deuxième façon de le faire, c'est d'utiliser le clavier. Donc vous avez les touches équivalentes américaines. Donc si vous voulez un La, il faut appuyer sur A, un Si, B, et ainsi de suite. Il va rester dans l'octave où vous êtes, l'octave courant, il va rester dedans. Si vous en avez besoin, vous pouvez. Alors, moi je connais, il y a la possibilité de prendre la note et de la déplacer. Donc là, il ne faut plus éditer, mais il faut juste la prendre et la déplacer.
déplacer directement dans l'Octave, il y a des raccourcis clavier qui permettent de gagner beaucoup de temps. Il faut savoir que tous les logiciels, à partir du moment où il y a des raccourcis clavier, ça peut être un gain de temps monstrueux. Moi je sais que là c'est CTRL haut et bas pour monter un octave ou descendre un octave. Si vous êtes hors de la tessiture de l'instrument, il va vous indiquer la note avec sûrement en rouge pour vous dire que l'instrument ne sera peut-être pas capable de la faire. En gros, il essaie de vous parler, de vous dire attention, la note elle passe pas. Est-ce qu'il y a des petites questions par rapport au début de la saisie? Ouais, moi j'avais une question sur les ligatures. Où est-ce qu'on trouve ça? Alors, les ligatures, il y a un élément simple. Les ligatures, il faut prendre la note et là on utilise ce qu'on appelle les pactages au même titre que l'édition de texte. C'est-à-dire qu'on fait Shift pour prendre, on choisit la première note, on choisit la deuxième note et on appuie sur S. C'est bien ça que tu parlais? Non, ça c'est une liaison. Ah, C'est ligature. par exemple si j'ai, je sais pas moi, je veux que tout tienne dans chaque temps, tu vois, dans des combinaisons binaires de, par exemple, de croche et de double croche, et des fois il le fait pas. C'est-à-dire, alors tu parles des liaisons entre les croches? Ouais, comment il va les attacher? Alors ça c'est un paramètre dans la mise en page, c'est un réglage un peu plus avancé. Par défaut, donc on a les ligatures qui sont une. On va faire des ici, non. Les croches, ça marche bien. Oui, les croches, il va les attacher par 2, par 4. Alors, il les attache par 4 par défaut, mais tu peux les changer par 2, voire même les supprimer. Ouais, ou les si mettre tu par veux qu'elles soient attachées par 2, par exemple. là, on a la partie, c'est au niveau des réglages de ligature. On va aller dans les styles, si je ne dis pas de style, les paramètres système. On commence à avoir beaucoup de possibilités de réglage, et là, ligatures, qui sont ici. Et donc on a la ligature large, ligature standard, et on choisit, on peut même les dessiner. C'est au niveau, alors là tout de suite je ne sais plus où est le réglage, mais il y a possibilité de lui, en fait il te propose différents exemples de ligature, tu choisis à quoi elle ressemble, si c'est groupé par 2, par 4, etc. Ouais. Mais on est dans les réglages où on veut régler Ça, c'est dans le style. le style et la mise en page. Là, effectivement, on commence directement dans le relativement complexe. Donc, Ouais, je trouve pas, je trouve que ça devrait être plus accessible, mais bon, oui. c'est perso. En fait, c'est un réglage de mise en page qui va être appliqué sur globalement toute la partition. Donc, on est vraiment sur un réglage global. Je ne sais pas si aujourd'hui on est capable vraiment de changer les ligatures en cours de route sur une partition donnée. Ok. Non, mais c'est un détail. Donc il y a les armatures, il y a les indications de mesure si ça change en cours de route. Vous avez tout ce qui est éléments de texte pour préciser le tempo. Sachant qu'il va le prendre en compte entre guillemets, au fur et à mesure, vous pouvez l'indiquer à partir d'ici. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, quand je me place ici, il m'indique que mon tempo est à 120, et à partir du moment où je suis ici, il m'indique que mon tempo est descendu à 50. Donc il y a vraiment interaction, fluidité et changement en temps réel. Tout ce qui est donc altération, nuance, le texte, pour illustrer, les réflexions de clavier ou pour les harpes avec les clés à activer ou à désactiver, etc. Tout ce qui est reprise. Alors, un élément qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux reprises, là c'est une reprise de base, mais si vous faites un clic droit et que vous faites propriété de la mesure, vous pouvez augmenter le nombre de reprises. Et donc là, si vous faites appliquer, en fait la reprise ici, hop, il m'indique un petit x15. Si je le supprime, il garde en mémoire cet élément. Donc en fait, c'est du texte qui est rajouté, mais c'est au niveau de ce réglage-là, il faut penser. T'as fait quoi? T'as fait un clic droit? Un clic droit sur la mesure, propriété de la mesure, et là j'ai l'élément du nombre de bouclages. Ah oui, les reprises et sauts, c'est reprises et sauts. Voilà, reprises et sauts, ils sont d'un point de vue textuel marqués là, mais par contre, s'il y a des informations complémentaires à rajouter, vous voyez, j'ai changé à 4 et a changé à x4. Ça,
Ça, c'est vachement bien. Donc, là, l'idée c'était de balayer les palettes. Tac, 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 tac. Imaginons qu'on ait tout d'un coup besoin d'une réorchestration, parce qu'on s'est dit finalement une flûte c'est pas bien, on veut autre chose, on peut changer l'instrument et marquer, finalement on a un artiste qui arrive et qui a une clarinette, voilà, on va dire clarinette, et puis pouf ça devient une clarinette. Du coup, là, c'était marqué clarinette en si bémol, du coup, il va automatiquement transposer pour la clarinette en si bémol. Oui, pour une c'est trompette, l'idée. Ok. C'est l'idée. Et surtout, on va se retrouver avec la clarinette à la place de comment ça s'appelle, instantanément, à la place du, comment ça s'appelle, de la flûte. Mais ça marche aussi avec, dans la limite des stocks disponibles, on peut voir que là, c'est devenu une clé de fa, que le rouge dit que le trombone ne va pas réussir forcément forcément nous faire les notes aussi. Ouais, il va être trop haut. Il va être trop haut. Tu peux me remontrer comment tu as fait le 4 fois ou le nombre de reprises hein Alors, clic droit, propriété de la mesure, et ici, nombre de lectures. Donc tu as juste sélectionné une mesure. La mesure avant la reprise. Ok. Et je dis, voilà, tu me le fais tout seul. Et donc, comme je disais, avec les raccourcis clavier, on peut prendre, faire CTRL bas et descendre de 2-3 octaves. Tac, et on peut reprendre. Imaginons, le trombone c'est bien, mais qu'on a envie de à nouveau changer d'instrument et qu'on a un peu de bas, donc on va peut-être pouvoir même se permettre de mettre une basse. Voilà, on va mettre une guitare basse. Bon, on connaît un petit peu mieux la basse là déjà. Parce que je n'ai pas forcément l'oreille pour ça. Et imaginons qu'on ait besoin, comme pour moi c'est le cas souvent, on peut rajouter une deuxième portée si vous en avez deux, que vous ne voulez pas avoir vos deux voix. Ici vous avez voix 1, voix 2 qui sont là ici, qui permettent d'avoir deux voix sur la même portée. Mais si vous voulez vraiment avoir deux basses indépendantes, vous pouvez vraiment en avoir deux complètement indépendantes. Faire autant de voix que vous voulez. À côté de ça, vous avez aussi avec le petit engrenage la possibilité de créer une portée liée. Alors, une portée liée, c'est une copie carbone de votre portée de dessus. Donc on peut voir que, on va regarder un petit peu ce qui fait du bon, parce que sinon on peut s'y retrouver. C'est bien celle-là que j'ai virée, oui. Et donc vous allez me dire, pourquoi avoir deux fois la même portée? Ça sert à quoi? Quelle est l'utilité? Parce qu'en fait, on peut complètement changer l'apparence de cette portée. Et quand je dis qu'on peut changer l'apparence, on peut la mettre en version tablature. Pour ceux qui jouent on va dire à Tetris sur leur manche plutôt que Comment t'as fait ça dans le... J'ai choisi Ah oui, dans le... tablature 4 cordes. La tablature courante, elle vous met même les pieds avec la rythmique. Et si en fait finalement c'est plus sympa et plus agréable, vous pouvez juste masquer l'autre et garder que celle-là. Ou si vous voulez plus voir la basse pendant un moment, vous pouvez même la masquer et sortir tous les autres instruments. Ce qui fait que vous pouvez avoir, pour une chorale, par exemple le plus concret que je maîtrise le mieux, le piano qui vous accompagne et juste la voix des ténors, sans les sopranes et sans les altis pour la répétition avec le pupitre ténor. Et faire toutes les combinaisons possibles et imaginables. La disposition, ça vous paraît clair? Ça a du potentiel? Réorchestration, réutilisation? Alors, est-ce qu'on peut faire une modification sur des partitions éditées À partir du moment où tu es sur la version du fichier créé par Muscore, tu la réouvres, tu la réédites, comme tu veux. D'où l'intérêt de pouvoir partager ces versions et d'avoir toute la partie portail en ligne avec le .com qui permet de faire des exercices, de les partager, les gens les prennent, peuvent les modifier, les adapter. Tu as un quatuor à cordes, finalement, tu te dis, ah bah finalement
on a un saxophone, une trompette et un piano, comment on fait? Bah, tu dis, bah, je donne le piano enfin, je transforme la voix en bas pour le piano. Celui-là, il prendra la trompette prendra le violon, il s'appelle, et le violoncelle, tu l'envoies au saxophone ou au trombone. Enfin bref. Là, la manipulation, elle vous prend le temps de vous dire, bon bah en fait, voilà l'instrument, je change, je vais changer d'instrument et je veux un clavier et puis bah, maintenant ce sera le piano qui va s'en occuper. Et voilà. Ça veut dire qu'on met comme tant que partition, pas une nouvelle partition, mais une partition qui existe déjà. Ouais, mais dans ce format-là. Dans ce format-là. Ah oui. Faut juste C'est-à-dire sur- qu'il faut la transcrire. Alors il faut savoir que le .com fournit un service de numérisation, donc tu lui donnes un PDF ou une photo de ta partition et bah, l'IA fait ce qu'elle peut et elle peut potentiellement réussir à te reconstituer un fichier exploitable dans Fichier Discord. exploitable. Dans la limite des stocks disponibles, dans la limite de l'IA, bon, ça se met en place, mais il faut savoir que c'est aujourd'hui quelque chose qui commence à se démocratiser et plus ou moins fonctionne. Comment on fait des accords, Nicolas? Alors là en l'occurrence, les accords, bah, c'est des notes superposées. Alors, il y a différents types d'accords. Attention, il y a les notes superposées et sinon il y a, entre guillemets, tu peux littéralement rajouter, je cherche le bouton. Oui. Alors, quand tu es sur une mesure et tu fais CTRL K, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'en fait il y a voilà. Oui, ça c'est un chiffrage d'accord, mais comment tu crées un accord écrit? Ah oui, d'accord, tu superposes et ça va pas t'enlever la première note. Oui, alors c'est la souris. Après, je ne connais pas le raccourci clavier pour rester en position, pour pouvoir enchaîner les notes et les enquiller à la chaîne, mais il y a moyen de le faire au clavier aussi. Mais sinon, effectivement, tu restes sur la même note et si tu te décales, il comprend qu'il y a une superposition de notes qui se met en place. Et sinon, tu peux effectivement, avec le raccourci CTRL-K, taper directement un accord dans le sens K, La mineur et voilà. Il comprend que ça On note le nom du. Oui, tu de veux l'accord. oui. Ça c'est ok. Oui. C'est-à-dire, admettons, je suis prof d'atelier jazz et que pour mes élèves, je vais faire une partition et ça, je peux simplement écrire des chiffrages américains avec Ouais, ouais. même avec des signes genre triangle, ça marche pour le. Alors, c'est pas triangle, mais il y a un équilibre, je pense. Et du coup, je n'ai pas besoin de rentrer manuellement les notes, il va automatiquement faire des renversements, des trucs comme ça. Alors là. Quand on fait sur play, c'est-à-dire qu'il y a la lettre A minor et ça va jouer même si j'ai aucune note écrite en dessous. Oui. Bah. Social Linux, c'est réaliser les accords, mais ça doit exister. C'est un plugin. Donc là on a dit c'est pas grave. Après là ce mode d'écriture je ne le maîtrise pas particulièrement parce que j'ai pas eu trop l'occasion d'utiliser. Si on peut juste afficher 4 mesures par ligne, alors, celles qui sont on arrive justement sur la partie Mise en page. la palette. Parmi la palette, il y en a une qui s'appelle mise en page. Où dedans, il y a saut de système, saut de page, saut de section, etc. etc. Donc, j'en veux. Il faut se positionner où on a envie d'agir. Donc là, on arrive à la 4e mesure et je veux un saut de ligne. 4e mesure, un saut de page. Mais on est toujours en mode édition. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur de la mise en page, même si on arrive à tout éditer, etc. On veut contrôler, évidemment, on a le bouton play.
aussi mettre ça temporairement et tourner avec. Voilà, on n'est pas obligé. Ici, donc on arrive dans la zone, on va dire aussi d'avancée d'édition. On a la petite boucle. On a aussi le classique, le standard, l'indémodable. Il est modifiable, il y a des choses qu'on peut faire dessus. Et il faut savoir qu'ils vous font même un décompte avant la lecture si vous le désirez. Ça permet de... plus malin sur l'autre qu'on avait tout à l'heure. Hop. Activer. Je l'ai pas activé correctement. Activé. Il faut savoir que le précompte, vous pouvez aussi le paramétrer, rentrer dans les réglages. Mais au moins, il y a un précompte d'une mesure standard. On va dire, dans 90% des cas, déjà, c'est ce qu'on a besoin sans aller chercher très très loin. On peut aussi désactiver jouer les robots. Alors, le MIDI, l'activation MIDI va servir surtout, vous balayez un petit peu les options qui sont là, si vous branchez un clavier directement, il faut savoir que le logiciel est capable d'encaisser les informations d'un clavier maître. C'est-à-dire que si vous appuyez sur un La sur votre clavier, il est capable de le saisir directement dans la partition. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus pratique, on va dire, quand tu poses la question pour les accords. Effectivement, le mieux, c'est d'avoir le clavier, d'appuyer sur les 3 notes en même temps et comprendre que les 3 notes, elles sont validées tout de suite. Est-ce que vous avez des questions sur le petit inspecteur, le métronome, la possibilité donc, de faire un précompte, de la mise en page? Quand on fait plusieurs voix, Oui. souvent la deuxième voix elle se met à l'envers et il faut intervertir les voix. J'arrive pas à trouver la fonction. Comment ça, intervertir les voix à l'envers? Tu vois, si tu rajoutes une voix en voix 2. En voix 2. C'est-à-dire, tu veux rajouter un nouvel instrument? Non. Tu es sur le piano par exemple et tu as un contre-champ que tu mets sur le même. C'est la touche ici. Ouais. Oui. Et quand tu fais ça, oui. Il te crée deux lignes en parallèle. Ouais, je sais, mais il met pas les ampes dans le bon sens. Donc il faut échanger la voix 1 et la voix 2 en général. Alors, les ampes, en appuyant sur X, tu les changes de sens si tu as besoin. C'est un raccourci clavier, en fait. Ah ouais, c'est génial. En fait, tu appuies X et les ampes, elles changent de sens. Voilà, c'était très bien. Voilà. C'était ça la réflexion, voilà, tac. Sachant que tu peux même sélectionner tout et permuter toute la mesure ou toute la ligne d'un seul coup avec X. Au niveau de la mise en page, effectivement, c'est un des rares trucs qui est pas dans. Enfin, on va pas chercher ça dans un menu, il y a un raccourci clavier. Vraiment, les raccourcis clavier, c'est la vie, il faut les exploiter, il faut en bouffer. Il y a aussi la version, comme je disais ici, petite portée. C'est une portée qui est plus petite, qui est plus compacte. Si c'est pour au cas où il y a un accompagnateur mais qui n'est pas là, mais qu'on a envie de garder sa partition dans un coin sans forcément l'effacer, ou qu'il n'a pas besoin de lunettes, il a une bonne vue, ça peut être utilisé comme ça. On a les propriétés. Donc, il faut savoir que la sélection est devenue. Alors, les propriétés. Le dernier petit onglet, c'est les propriétés. Quand vous sélectionnez des choses, vous allez voir qu'il va vous proposer, avec un peu de chance, si on arrive à sélectionner assez de choses, il va nous proposer, voilà, c'est un petit peu plus bas parce que j'ai pas l'écran qui est vraiment grand, mais vous pouvez changer des éléments spécifiques. Vous pouvez les rendre visibles, pas visibles, les figer, les changer en petite taille, les jouer, ne pas les jouer. Et en dessous, vous avez une sélection de choses. Donc, vous pouvez agir sur les silences, sur les notes et sur les tempos. Nous, on va agir sur les notes spécifiquement. On va dire que les têtes de notes, moi ce que j'aime bien, parce que j'y connais rien en solfège et puis que faut pas oublier que moi je suis plombier avant tout,
Ce que j'aime bien, c'est marquer le nom des notes dans les notes. Et donc, comme vous pouvez le voir, il va vous mettre littéralement, pour ceux qui ne savent pas lire les notes, directement les notes dans la notation anglo-saxonne. Vous allez me dire, on est français, donc on va faire un petit effort. On va retourner dans la catégorie des notes. On va changer les têtes pour. Après, c'est vraiment des notions avancées. On peut mettre des plus, on peut mettre des croix cerclées, on peut faire plein de choses, et on peut même, comme je disais, le nom des notes et non-somisation de variables. Est-ce que c'est celui-là? C'est dans quel on est là? En fait, je suis dans propriété. Dans les propriétés, là, si, ah, voilà. En fait, dans propriété, il n'y a que les propriétés des éléments qu'on sélectionne. Donc si on sélectionne les notes, si je sélectionne une note, il va me proposer les réglages des notes. On peut les faire pour toutes les notes ou juste pour une note spécifiquement. Donc là, on a là, si, là, si, là, si. Oui, c'est un peu de l'anti-sèche. Ah ben c'est là qu'on trouve des feux de ligature aussi. C'est possible. Alors, si on sélectionne, est-ce qu'il nous propose dans la liste des trucs les ligatures ou les notes? Alors, on a les. Ah, ben les ligatures, elles sont là. Ah ben voilà, c'est parfait. Voilà, donc là, on a ligature de double croche, supprimer les ligatures de triple croche, supprimer les ligatures. Bon, voilà, il y a des réglages. C'est ce que je cherchais. On est en mode auto. Et il y a des options avancées en plus où il précise hauteur de ligature et autres trucs du même genre. Donc, on peut changer la tête si on en veut, on peut mettre des triangles. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il va réussir à mettre la do ré mi fa sol la si avec une tête en forme de triangle? Une bonne question. Bon, apparemment il le prend pas. Non mais c'est là qu'on peut faire les notes ghost ou les genres de choses. Sûrement. Donc là on est vraiment sur une caractéristique de la note sélectionnée ou autre. Oui. Je sais que si on édite une partition de batterie. Je t'en parle. Si on édite une partition de batterie, oui. Là par contre le changement de caractère, parce que en fonction d'une caisse claire, d'une cymbale, c'est une croix ou un. Oui, bah là tu c'est automatiquement du coup là dans ce cas-là. Alors si c'est. Bah on peut tester. Je pense que oui, il fait automatiquement des croix et des trucs comme ça, mais tu peux changer tous les basculer en croix, tous les basculer en triangle, en rond, enfin. Il y a possibilité de. Même si c'est pas une batterie, hein, d'ailleurs, avec un peu de chance, on peut avoir la note, tête de note, croix, et on va retirer le. Parce que je crois que c'est parce que. Voilà, on peut mettre des croix partout si on veut. J'arrive pas à trouver ton truc où tu mets le nom des notes. Le nom des notes. Alors, déjà, il faut sélectionner les notes en question. Ouais. Après, tu vas dans Notes, c'est ces éléments-là qu'on va modifier. Dans Tête, après tu choisis croix, rond, etc. Et dans Afficher plus, il y a encore plus de réglages possibles et imaginables. Donc retirer toutes les queues des notes, etc. Oui, et là, tu peux te régaler. Et là tu es dans les sous-menus de sous-menus de sous-menus. Donc on est vraiment sur des options avancées, 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 avancées. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais si on veut aller pousser jusque-là, on peut. On peut aller pousser très loin. Solidation d'eau variable, solidation d'eau fixe. Oui, il y a du choix. On peut vraiment faire un petit peu de tout. Et là, on va me dire, ouais, c'est sympathique, mais imaginons, j'ai des besoins exotiques, j'entends. Et comme je disais, comme c'est ouvert et que c'est accessible, il y a, comme vous pouvez le voir, on arrive à, vous inquiétez pas, à la publication, je ne vais pas vous revenir forcément beaucoup plus longtemps, mais on a géré les plugins. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont profité de l'ouverture du logiciel pour installer des extensions complémentaires et supplémentaires. Parmi celles-là, on va trouver des choses plus ou moins sympathiques. Vous pouvez vous demander, voilà, enfin, ça se gère. Et après, on rentre dans la caisse à outils, on vient rajouter des outils dans notre caisse à outils. Donc, on va revenir sur la partition, on va choisir les notes qu'on a à disposition. Et donc sur les plugins, on a géré les plugins et on a, que je ne dise pas de bêtises, les plugins en fait. Ah oui, il faut les activer. Hop, donc on a ceux qui sont activés, ceux qui sont désactivés. Donc on va les activer. Et une fois qu'ils sont activés, on
On revient sur notre partition. Et Il là, faut aller sur publier d'abord. non, on est toujours sur partition là. Non, mais pour les plugins. Faut juste gérer les plugins. C'est-à-dire qu'ils sont de base installés, mais pas activés. On n'est pas obligé de les avoir. Trop de choix, tue le choix. Donc ils ont préféré ne pas forcer les gens à les avoir sous la main et se dire oh mon dieu, il y en a tellement. Vous pouvez les rajouter. En plus, vous pouvez les télécharger. Ils sont partagés dans la communauté, etc. Donc il y en a certains qui sont des classiques qui ont été mis à disposition. Donc je reviens dessus. Maintenant que je les ai activés, je les ai maintenant à disposition. Et colorier les notes, et ben, comme vous pouvez le voir, ça colorie les notes. Si je prends l'autre que j'ai activé, il va me mettre des noms sur les notes. Oui. Alors, du coup, là pour tout ce qui est paramètres généraux, donc c'est changer la typographie, ça se fait comment ça? Changer la typographie, c'est-à-dire Ouais, par exemple là, le texte. test, titre et tout. En général, c'est la même typographie partout. Est-ce qu'il y a moyen de changer la typo par exemple? Alors, un truc plus... oui. Donc là, il y a une win, mais tu peux choisir. Tu as à peu près la même chose que sur Word. Donc on peut l'appliquer sur tous les. Alors, là en l'occurrence, quand tu choisis un texte, ça s'applique sur le texte, Ouais. voire sur le caractère. Si tu sélectionnes juste un caractère que tu passes en. Si tu veux le changer globalement pour toute ta partition, c'est dans les paramètres de page, style et paramètres de mesure système. Ces trois éléments-là, tu trouveras tous les réglages possibles qui sont propres à la page. Donc j'entends par là paramètres de système. Paramètres de page. Dedans, tu vas trouver la hauteur d'interligne. Ce qui veut dire que tu peux gonfler ton texte pour que, entre guillemets, là, on soit à une échelle où on a 2 mesures par page tellement c'est court. Mais on peut aussi aller dans l'autre sens. Tac. Paramètres de page. Et alors, il me l'a mis en pouces, mais il y a moyen de. On va en millimètres. C'est clair, hein. Donc si on veut vraiment tout en pâte de mouche, on peut aussi le mettre en pâte de mouche. Et si on veut donc changer les éléments, là on a tout complet avec, moi en général ce que je vais chercher dedans, c'est les numéros de mesure. Je vais mettre toutes les une mesure le numéro. On peut le placer centré, à droite, à gauche, au-dessus du système, en dessous du système. Et chaque élément en fait est plus ou moins paramétrable. Donc là on a les numéros de mesure axés sur la barre de mesure qu'on a rajouté. Ça fonctionne de base. Si vous avez un besoin spécifique, il y a une communauté, le truc est relativement bien fichu, c'est traduit en français parce que la communauté est internationale. Même si vous êtes portugais, ça va pouvoir, vous pouvez trouver potentiellement de l'aide, voire la documentation qui va avec. On est vraiment sur une notion de partage, comme je disais, où l'idée c'est de rendre ça accessible et exploitable par tous. Pour que la notation musicale qui est à la base, comme une autre des vidéos que j'aime bien de Cantacool, qui expliquait que la notation musicale est à la base assez complexe, qui est issue de divers compromis qui datent de l'époque quasiment grégorienne. S'en affranchir et avoir la possibilité de basculer d'une notation à l'autre sans avoir la contrainte de maîtriser la partie de l'autre, sans toute la partie recopiage, sans toutes les... En gros, en exploitant l'outil informatique qui nous permet d'être une passerelle entre les différents outils au niveau interprétation, au niveau transposition, et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai quasiment... Enfin, c'est accessible, c'est fonctionnel, pas eu de bug. Où est-ce que tu as trouvé le truc où tu décides ces 4 mesures, toutes les 4 mesures par ligne, je sais pas quoi Dans le style, numérotation. Numérotation de mesure. On peut les afficher ou pas les afficher, afficher ou pas la mesure initiale, choisir la police de texte, si tu n'aimes pas le 1 avec des sérifs. S'il est aligné à droite, aligné à gauche, s'il est à la mesure, à la barre de mesure, au début de chaque système, toutes les 3 mesures. Pourquoi pas. Voilà. Et si tu veux faire un saut de mesure tous les 4, par exemple Tous les 4. Moi j'aimerais que les 4 mesures
sur la mise en page, à savoir, comme je disais, soit c'est généré automatiquement pour que ça rentre de base, Ouais. soit tu vas sur la disposition, sur la palette mise en page, et tu choisis la mesure où tu coupes. Donc là, on est vraiment sur l'édition et la mise en page. Oui, mais si tu veux le faire pour tout ton truc, tu vois, que ce soit 4 tout le temps 4. J'ai jamais eu l'occasion de chercher le réglage, mais il faut regarder dans la pagination et dire, regarder s'ils ont prévu l'option de faire un retour à la ligne toutes les 4 mesures. Là, tout de suite, je ne sais pas s'ils ont prévu spécifiquement ce cas d'usage. Mais il y a toujours le retour à la ligne que tu peux mettre à l'avant. Oui. Là, je vois que par exemple, le score, il tire automatiquement les mesures en fonction du contenu qu'il y a dedans. Oui, pour que ça rentre. Voilà. Comment faire pour que vraiment 4 mesures soient de même largeur et que juste par exemple, si on a de là, on a des croches. Alors, c'est sur les styles de la mise en page globale de la partition. C'est-à-dire que tu peux même lui dire au début, là, tu sais, tu as piano, hautbois, etc. Il met la place pour que ça rentre. Et tu peux lui dire non, tu me vires les noms, je ne veux pas les voir, et puis je veux le truc qui commence au tout début, comme pour les mesures suivantes. Ça, c'est au niveau des. On rentre dans les réglages, dans tous les réglages possibles et imaginables, au niveau du style de la partition. Donc on a la mise en page, le nom complet, le titre, les polices, en-tête et pied de page différenciés selon si c'est la page de gauche, la page centre, la page de droite, et autres. Et on arrive en fait justement à la dernière tranche, publier. Là, tous les éléments qui sont marqués comme invisibles, tous les retours à la ligne, toutes les mises en page, tout ce qui n'est pas censé être, tout ce qui pouvait être présent ici là en mauve, vont disparaître. Et là, on a le rendu de la page telle qu'elle est présentée, si on voulait l'imprimer. Donc, on a un affichage par page, on a un affichage continu si on veut. Si on veut faire du défilement et donc là, on va avoir une progression linéaire. Vous pouvez donc exporter un PDF, on va dire, qui fait une grosse bande de papier de 2 km de long. Vous pouvez sortir du A3, du A4, du A0, de ce que vous avez besoin. Et en fait, comme idée, c'est vraiment de pouvoir publier et sortir. Vous pouvez aussi le proposer sur muscore.com et le partager directement, c'est intégré dedans. Alors, la contrainte, c'est évidemment d'avoir un compte sur le site. Et en fait, le logiciel peut se connecter sur votre compte sur le site et diffuser votre partition. Donc il va vous accompagner, il va vous ouvrir un petit navigateur sur lequel il va prendre déjà toutes les informations que vous avez remplies, vous demander les informations manquantes pour une diffusion. Comment tu l'as mis en format comme ça? C'est ici, affichage continu. On peut même faire un affichage continu vertical. On a une largeur et puis c'est tout vertical. Affichage continu horizontal ou vertical. Voilà. Et là, pouf, il a fait un petit saut, il a avancé. Et comme je disais, on a donc la sortie papier classique, on a la sortie partage sur internet, j'ai envie de dire un peu plus moderne, et nous avons même l'export, c'est-à-dire que si vous voulez en faire un fichier MIDI pour l'utiliser sur une station audio numérique, ou même vous voulez directement en faire un MP3 pour le partager, c'est possible. On n'arrête pas le progrès. Donc là, vous allez carrément exporter, vous pouvez sortir donc, un fichier PDF, une image, JPEG, un fichier MP3, audio, FLAC, MIDI, et vous pouvez choisir si vous voulez un MP3 de tout l'ensemble de votre partition, ou tout l'ensemble et chaque instrument indépendamment. Ou un seul instrument si vous voulez. Oui, partie séparée. Partie séparée. Vous pouvez l'avoir globale, partie séparée ou groupement de parties. Enfin bref, il y a toutes les combinaisons possibles et imaginables qui vont avec. Et vous pouvez voir le dossier quand l'extraction est faite. Ou pas. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, tu avais parlé d'export MIDI, mais est-ce qu'on peut faire l'inverse, c'est importer du MIDI? Est-ce qu'il peut tout bien synchroniser
personnaliser, tout ça. Alors, c'est compatible. C'est bien. il y a possibilité d'importer donc des fichiers MuseScore, des fichiers musique XML, des fichiers MIDI, des fichiers MuseData, des fichiers Campella, des fichiers BB, c'est expérimental apparemment, je sais pas ce que ça donne. Overture, ScoreWriter, Backpipe Music Writer, Guitar Pro, PowerTab Editor, MEI, je ne sais pas ce que c'est, Tab Editor, Tablit, expérimental. Apparemment des dossiers où il y aurait plusieurs morceaux qui compilent et se démerdent avec, des fichiers pour développement et des fichiers pour expérimentaux pour rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Parce que ça répond à ta question. Voilà. Donc ça prend aussi tout ce qui est guitare. Oui, moi j'exporte souvent des MuseScore vers Sibelius et j'exporte en XML. Mais tu peux exporter en MIDI aussi. C'est-à-dire que tu as plus d'informations sur un XML que sur un MIDI. Le MIDI, par exemple, va souvent te faire sauter tout ce qui est parole. Le MIDI gère très peu ou très mal les événements type parole et texte. Donc ça passe ça disparaît au lavage. Ouais. Ah, il prend les Guitar Pro, ça c'est bien. Oui. Version 3, 4, 5, X, GP et GTP. Je ne connais pas Guitar Pro, mais je suppose que c'est sûrement diverses versions. Ouais, c'est un truc de notation musicale spéciale guitare, basse. Tu peux mettre plein de trucs, d'indications, de veines, de machin. Donc si vous faites non pas une partition mais un fichier MP3, bah, il vous propose même de le partager sur audio.com. Donc c'est tout ce que je vous expliquais sur le fait que tout est interconnecté, il y a possibilité de partager, de créer d'avoir différents éléments. Est-ce qu'il reste des questions? Non, c'est clair. Bah, je vous remercie de votre attention parce que je pense qu'on a fait le tour de la base, et même un peu plus de la base, on est allé chercher des options assez avancées dedans. Par rapport aux Si moi j'avais un truc, Nicolas, sur les parties. Les parties. Là j'ai mon score, mais je veux juste regarder la partie, je sais pas, pour son instrument, la partie au bois. La partie hautbois. C'est-à-dire tu veux que le hautbois et tu veux pas les autres. Ouais. Bah, dans la disposition, tu verras le piano, hop là, coupé. Ouais, mais tu sais, on peut l'extraire. Attends, il faut qu'il y ait une note dedans, sinon il va juste le faire disparaître. Merci. Voilà. Donc, si on vire le tambour, le violon et le piano, hop, oui, ne me garde pas le. Parce que j'ai pas mis de note dedans peut-être. Allez. Ok, il a peut-être fait une indigestion de quelque chose, je sais pas où. Mais normalement, quand tu masques comment ça s'appelle Oui, moi je veux pas ça, je veux qu'il fasse un autre onglet, je sais que ça existe, à droite de test, où il va mettre juste la partie piano. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok, alors, c'est dans les parties ici. Ah ouais, partie. Partie. Et on choisit ce qu'on veut. Et tu crées une nouvelle partie, et donc voilà, tu peux faire une sélection de ce que tu as envie dedans, et en fait, tu vas avoir juste C'est le sous-groupe correspondant. Ce qui fait que l'édition que tu fais sur cette partie-là ne s'applique pas sur les autres. Donc on peut vraiment avoir une édition spécifique, particulière pour chaque instrument. Si, peut-être un dernier petit élément que je suis en train de penser, raccourci F10, c'est le mélangeur. Il faut savoir que vous avez une table de mixage intégrée. Donc avec le métronome qui est mute là, mais qu'on peut réactiver. Et vous pouvez donc, avoir un métronome un peu moins agressif et avoir un peu plus de piano, un peu plus de beau, un peu moins de basique. Enfin, vous pouvez changer ça au gré de ce qui vous intéresse. Et vous avez aussi le panoramique. Alors moi pour la chorale c'est bien, je mets entre guillemets, je reprends le panoramique avec les
altis d'un côté, les sopranis de l'autre, les basses et les ténors, ce qui fait que je me retrouve à peu près avec l'ambiance que j'ai quand sur mon export ou sur mon écoute, je retrouve mon panoramique avec les différents pupitres à ma droite et à ma gauche. Le logiciel est devenu très très riche, très très complet. Sans parler du fait que là ici sur les sons, on a la possibilité de basculer. Il y a des bibliothèques qui sont arrivées, qui sont maintenant gratuites, qui permettent entre guillemets non pas d'avoir le grand piano standard, mais d'avoir des pianos particuliers qui ont été enregistrés par des gens de la communauté qui ont pris un piano entre guillemets un peu plus western et on a envie de changer, pas avoir le grand piano de base. Il y a possibilité d'avoir des bibliothèques et de changer, de modifier les instruments, de rajouter des instruments, en plus de ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Sachant que ce qu'on a vu tout à l'heure, on n'a pas réussi vraiment à sécher, il n'y a pas trouvé d'instruments manquants. Après, peut-être l'appellation n'est pas forcément. Pour arriver à l'identifier, il faut se rappeler qu'il y a l'accent circonflexe sur le U si on recherche des flûtes, sinon on n'en trouve pas. On pourrait penser qu'il n'y en a pas. Mais sinon, c'est ça. On trouve comment des instruments pour modifier? Pour modifier. C'est-à-dire Parce que là, on peut nous donner toutes les modifications de l'instrument. Alors, tu choisis ton instrument, soit quand tu crées ta partition, soit à ce niveau-là, tu peux faire changer l'instrument, comme j'ai montré tout à l'heure, et choisir un autre instrument à la place. Je parle de ce que tu étais en train de faire. Ce que tu étais en train de modification que tu étais en train de faire, le son. Là-dessus. Ah, mélangeur, ici. Mélangeur. C'est mélangeur. Ouais. C'est la table de mixage dans laquelle tu as les faders. C'est un mélangeur. Ok. Parce que je n'avais pas repéré. Et par contre, moi, quand je veux plus de son, il m'emmène sur Muse Sounds. Ah non, sur Muse Hub. Oui, voilà, sur Muse Hub. Et il y a des bibliothèques d'instruments complémentaires. Il y en a qui sont payants, comme toujours, vu qu'on est passé sur la partie entre guillemets boutique et autres. Mais il faut savoir qu'il y a la deuxième tranche guitare est payante, mais la première tranche guitare est gratuite. Il y a tout un pack cuivre, guitare et autres qui sont gratuits que tu peux rajouter dans MuseScore pour avoir une interprétation qui correspond plus à l'instrument que tu as ou le style musical correspond. Et alors, moi j'ai un compte sur .com, ça n'a rien à voir, MuseHub. Normalement, c'est mutualisé, c'est-à-dire que ça doit être le même compte sur musescore.com et MuseHub. Potentiellement, c'est le même compte, c'est un compte commun. Mais sauf que là, il me demande juste de créer un compte. Alors, il te demande de créer un compte pour diverses raisons, mais techniquement, il y a possibilité de les télécharger gratuitement sans créer de compte. C'est à partir du moment où c'est payant, où il y a la question de la facturation et autres. Et il me demande, je peux pas me loguer. Ah non, sign in. Si tu mens, tu Use vas t'enregistrer. Là, je suis toujours en signing, je suis pas en log. Bon. Là on est sur la partie entre guillemets, interface et interconnexion de l'écosystème. Normalement, peut-être qu'il y a un problème d'outil ou autre qui empêche. Mais attends, on va les passer en revue. C'était. Sur MuseHub. Donc on a. Ça, c'est des samples, les fameux. Donc il y a une partie qui est gratuite, une partie qui est payante. On peut même pousser, voilà, c'est celui-là, Choir pour les chorales, qui est gratuit, et puis sinon il y en a d'autres qui sont payants. Ils se sont même amusés à faire un pack simplifié pour string, voilà, Muse string, Muse Choir, Muse machin, qui correspond au brass, woodwinds, qui permet d'avoir. Il te dit quand est-ce que c'est installé, quand est-ce que c'est pas installé. Après il y a aussi les applications de MuseHub, dont Audacity qui en fait maintenant partie, plus d'autres logiciels complémentaires qui s'ajoutent avec. Les fameux plugins qu'on peut rajouter dans MuseScore pour avoir des fonctionnalités complémentaires qui peuvent être gratuites ou payantes, qui permettent de faire certaines choses, des effets et autres. Il faut savoir qu'avec la dernière version de MuseScore, on a même la possibilité d'intégrer des VST. On est vraiment presque dans la station audio numérique complète. Voilà, et on est sur
écosystème étendu. Il y a des batteries, voix, cuivre, guitare, harpe, clavier, percussion, cordes, bois avant, qui font partie des packs qu'on peut rajouter pour aller plus loin et pour pouvoir exploiter un peu plus en profondeur le logiciel. Après, c'était essentiellement une entrée en matière, mais comme l'outil est devenu très très ergonomique, c'est juste entre guillemets votre niveau de maîtrise vis-à-vis des raccourcis clavier qui va vous faire monter en productivité. Ou alors vous avez peut-être des questions bien spécifiques pour, on va dire, brancher un clavier. Sinon, aujourd'hui, on est vraiment passé à l'étape où la créativité a peu de raisons d'être bridée par des notions techniques de c'est compliqué à installer, c'est compliqué à faire des choses. Ça a été globalement fluide. Donc pour installer un clavier, il est compliqué la façon de le faire. Techniquement, si ton clavier, c'est un clavier d'un grand constructeur, tu branches, tu appuies sur. Enfin, tu passes avec le petit crayon en mode je saisis des notes, tu te positionnes où tu as envie sur ta mesure, avec le petit crayon. En fait, tu appuies sur ton clavier et puis ça saisit des notes. Il va reconnaître tout seul. Ça dépend du matériel. Là, on est sur une problématique du matériel et plus du logiciel. C'est-à-dire qu'on connecte le clavier à l'ordinateur. Oui, en USB. Pour l'USB, c'est ce qui est le plus facile. Si tu as du Après, MIDI, il y a peut-être des réglages complémentaires. Mais là, on est sur le réglage de ton matériel et plus vraiment sur une difficulté du logiciel qui ne reconnaît pas le matériel. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, il faut que il faut que ton logiciel soit, il faut que ton matériel soit opérationnel. Si il y a des choses à faire pour qu'il soit opérationnel, ça dépend de chaque matériel. Je vous remercie pour votre attention. Donc il reste encore une petite dernière question. Merci pour. Merci à vous. Et ça marche bien les conversions PDF C'est dans la limite de l'IA. Il y a à boire et à manger. Des fois ça marche bien, des fois ça va faire des trucs pas très réussis. Ça a au moins le mérite d'exister et puis ça progresse au fur et à mesure que les gens